à tous. Merci d'être là. On a le grand plaisir d'accueillir Philippe Simet qui va nous parler de construire dans un monde aux ressources contraintes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Joriot, je suis directrice du Master à Mur. Et cette conférence tombe à pic pour les étudiants d'Amur puisque le cours sur les bâtiments durables démarre demain. Donc je suis doublement contente. Philippe Simet est philosophe, maître de conférence à l'école d'architecture de Paris-Belleville, cofondateur de Métropolitique, média que je vous invite à lire, chercheur associé à l'IPROS, et a publié divers ouvrages, notamment l'année dernière, Bâtir avec ce qui reste, tout un programme, donc comment réduire l'empreinte écologique des bâtisseurs. C'est une question qui nous anime à l'école des ponts, évidemment. Donc Philippe va nous en parler en laissant un petit quart d'heure de questions pour la fin, si vous en avez. Merci Philippe. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là avec vous. Donc, bon voilà, de quelles ressources avons-nous besoin pour rendre le monde habitable? Je vais commencer par alors c'est une étude qui est parue en 2020. Bon, elle est retranscrite là dans un schéma très approximatif. Mais voilà, donc je disais en 2020, en fait, des chercheurs ont montré que la masse anthropogénique, c'est-à-dire la masse de ce que les humains ont produit, dépassait la biomasse. Donc, puis vous voyez les humains, 0,01% de la biomasse, donc 0,01% de la biomasse a produit en fait des choses qui pèsent plus lourd que l'entièreté du vivant. Donc ce constat, il est assez dramatique, et il est d'autant plus quand on regarde ce qui compose cette masse anthropogénique. Ben, vous le voyez, c'est très schématique, mais qu'est-ce qui apparaît en premier? Du béton, de la brique, des agrégats, des métaux, de l'asphalte, enfin voilà, tous les matériaux qui sont des matériaux de construction. Donc on a une responsabilité immense dans ce constat-là, qui est un des traits marquants aussi de l'Anthropocène. Mais voilà, on voit que nous, constructeurs, au sens large du terme, voilà, il faut vraiment qu'on réfléchisse à la façon dont on construit aujourd'hui. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment, depuis beaucoup d'années, il y a une focalisation sur le plastique. Le plastique, voilà, le continent de plastique dans les océans, dans le ventre des tortues, dans vos sachets de thé, etc. Mais si vous prenez la production de plastique, c'est à peu près 8,5 milliards de mètres cubes depuis son invention à la fin du 19e siècle. Et le ciment, c'est 4 milliards de mètres cubes par an. Donc à un moment, il y a vous voyez, une disproportion qui fait que c'est vraiment à ce matériau-là voilà, bon, qu'il faut porter une plus grande attention. Bon, je vais non, 6 milliards, excusez-moi, 6 milliards, enfin c'est entre les chiffres, ils sont pas, voilà, j'ai dit 4 milliards, mais ça dépend, on n'a pas des chiffres très, très précis. Je vais vite sur certaines slides parce que j'en ai 57 et je n'aurai pas du tout le temps de toutes les discuter. Qu'est-ce que je veux faire passer comme idée? Qu'on travaille dans un système qui est un système extractiviste. C'est-à-dire notre manière de construire et d'aménager l'espace, elle repose sur la consommation massive de matières premières et la quasi-totalité du temps de matières premières non renouvelables. Dans la construction, c'est 98% de matières premières non renouvelables et 2% de renouvelables. Donc c'est très peu. Donc une extraction massive de matières premières. Là, c'est une photo de Edward Burtynsky, là, le célèbre photographe canadien qui a fait une série qui s'appelle Anthropocène. Puis il y a une autre qui s'appelle, c'est pas là-dedans, mais qui s'appelle Extraction-Abstraction, qui est vraiment très intéressante. Et là, on le voit un peu, c'est-à-dire que les jeux d'échelle sont complètement hallucinants. Quand vous voyez la taille des habitations et puis de cet immense cratère, on a du mal à penser que ça a été fait de main d'homme.
On a l'impression d'être face à un processus géologique et on ne voit pas comment, en fait, nous, on est à l'origine de ce type de paysage. Et moi qui enseigne en paysage, je crois que les paysages de notre temps, ils ressemblent plutôt à ça. Voilà. Même si dans les écoles, ce n'est pas forcément ça qu'on va étudier, mais voilà, quels sont nos paysages à nous au XXIe siècle et qu'est-ce qui nous donne à penser? Je crois que cette série de photographies le montre bien. Bon, je passe assez vite là-dessus. Si on extrait des quantités phénoménales de matières premières, c'est bien évidemment pour construire, mais c'est aussi parce qu'on détruit. On est dans un système ou dans une idéologie extractiviste, mais aussi productiviste. Donc, il faut produire encore et encore et encore. Et donc, pour produire, il faut détruire. Et voilà, moi, ça fait longtemps que j'enseigne. Alors, j'ai enseigné dans cette noble école il y a quelques années un cours d'introduction aux sciences humaines. Maintenant, je suis à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Mais avec les années, je m'aperçois à quel point la violence est un élément systématique de nos pratiques professionnelles. Dire violence dans l'extraction, violence dans la fabrication des matériaux, violence dans le chantier. C'est-à-dire qu'on oublie souvent que le chantier, c'est un élément majeur de la production de l'espace habité. Et quand vous regardez ce que c'est qu'aujourd'hui les chantiers du BTP, c'est des lieux de violence sociale, raciale et parfois de genre, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent maintenant dans les métiers de la construction et ça change pas mal de choses, c'est vraiment très intéressant. Donc violence dans le chantier, mais bien évidemment quand vous détruisez des bâtiments, vous faites des immeubles de bureaux et vous les détruisez au bout de 40 ans, non pas parce qu'ils ne sont pas viables, parce qu'ils menacent de s'écrouler, mais simplement parce qu'ils n'ont plus de valeur sur le marché. Il y a une violence qui est incroyable qui est faite à celles et ceux qui ont mis tant d'intelligence et tant d'efforts et d'efforts physiques pour construire ces bâtiments-là. Et ça nous raconte une chose, c'est que finalement l'architecture ou les bâtiments sont devenus des sites stratégiques d'accumulation du capital. Et c'est pour ça qu'on les détruit. On les détruit simplement parce qu'ils ne sont plus rentables alors qu'ils ont été construits pour durer. C'est une question naïve, mais les questions naïves, c'est parfois les plus importantes. Comment, collectivement, accepte-t-on cela? Comment accepte-t-on que ces bâtiments soient détruits alors, en fait, qu'ils ont la capacité à durer? Et voilà, on peut les maintenir en l'état et puis on peut les réhabiliter, les rénover. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire plutôt que de les détruire. Et voilà, le fait qu'on accepte de les détruire, pour moi, montre à quel point, finalement, cette culture de la violence, on l'a intériorisée comme quelque chose de normal. Alors qu'on devrait être révolté et on devrait s'insurger contre les destructions prématurées de bâtiments, alors qu'il y a une vacance. Il y a plein de bâtiments qui ne sont pas occupés. Il y a des communes où un tiers des bâtiments maintenant ne sont pas occupés. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce modèle-là. Bon, voilà, et là, c'est encore des photos de Burtynsky qui nous amènent en Chine, mais on détruit pour reconstruire, et pas forcément pour construire des choses plus intéressantes. Il y a un collectif qui travaille sur le réemploi qui s'appelle Rotor, R-O-T-O-R. Je ne sais pas si vous les connaissez. Et ils sont belges et ils ont fait une étude de tous les bâtiments qui allaient être détruits à Bruxelles. Et ils ont collecté tout ce qui était dit, soit dans la presse, soit dans des documents administratifs, toutes les raisons qui justifient en fait la destruction des bâtiments. C'est pour des questions de confort, c'est pour des questions de normes, c'est pour des questions esthétiques, c'est pour des questions de programmation, d'usage, etc. Bon, voilà toute une gamme d'arguments qui viennent légitimer le fait qu'on va détruire. Et puis ils ont regardé ce qu'on construisait à la place. Quand vous voyez les photos, les unes, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, c'est à peu près la même gueule. Donc vous dites, mais pourquoi en fait? Pourquoi on a détruit tout ça? Donc c'est complètement fou. J'aime bien cet architecte, Mark Wigley, qui dit la chose suivante: le rôle de l'architecte est de rendre la culture de l'extraction confortable en dissipant le sentiment que chaque bâtiment est une scène de crime. Alors c'est un peu violent,
Hein, mais voilà, est-ce que finalement notre job, moi j'enseigne à des architectes et puis je côtoie des architectes, mais ouais, des fois, est-ce que notre boulot, c'est pas de faire un beau papier cadeau pour enrober des opérations qui n'auraient jamais dû exister? C'est la question qu'on peut se poser, puis que beaucoup de mes amis ou collègues se posent de temps en temps, et elle est malaisante, parce qu'on se demande à quoi on sert, on s'interroge sur son utilité sociale. Alors une des choses que l'on peut faire, c'est ce que propose cette historienne du paysage, Jane Hutton, dans ce livre qui va être bientôt traduit, mais pas encore, qui s'appelle Paysage réciproque. C'est de connecter des sites d'extraction et des sites de mise en œuvre. Et c'est ce qu'elle fait, j'ai oublié le nombre de chapitres qu'il y a dans le bouquin, 5 ou 6 chapitres. Elle prend des lieux iconiques à New York et elle retrace l'histoire de leur fabrication et surtout des matériaux qui ont circulé d'un bout à l'autre de la planète. Donc, par exemple, elle va prendre Central Park. Bon, incroyable Central Park, le poumon vert de New York, le projet d'Olmsted, complètement fou, bon, qui a une valeur écologique évidente, mais en fait, la fertilisation du sol de Central Park a été faite par l'importation de guano, de merde d'oiseaux, qui était traité sur une île qui appartient au Pérou, où travaillaient des esclaves chinois et des prisonniers. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu pour fertiliser Central Park? Il a fallu que quelque part ailleurs dans le monde, d'autres travaillent dans cette, excusez-moi l'expression, dans cette usine à merde à ciel ouvert, voilà, pour que les New-Yorkais puissent avoir un espace qui soit un espace absolument incroyable. Donc là, elle fait la même chose sur la High Line, très beau projet de Diller Escofido, absolument génial. Mais quand vous cherchez à savoir d'où vient le bois de teck, il vient d'une exploitation semi-illégale en Amazonie brésilienne. Puis quand vous voyez ce que c'est que l'exploitation illégale du bois au Brésil, c'est moins réjouissant. Donc ce que dit Mark Wigley, qu'on cache des scènes de crime, ça a l'air excessif, mais ça l'est pas. Voilà, ça l'est pas tant que ça. Bon, je passe là-dessus sur le retour au vernaculaire, moi qui est une question qui m'intéresse beaucoup et qui inspire beaucoup d'architectes aujourd'hui. Bon, on pourra en reparler ensemble si vous le souhaitez dans les questions, mais je vais aller au bout de ma réflexion. La question qui me semble essentielle, c'est de s'interroger sur les ressources, sur ce que sont les ressources, et notamment sur cette expression de ressources naturelles. Alors il y a deux livres majeurs, deux textes majeurs autour de cette question des ressources dont vous avez très certainement entendu parler. Les limites à la croissance portées entre autres par le couple Meadows, c'est en 1972, avec cette idée assez simple à comprendre, il n'y a pas une croissance infinie dans un monde fini. Donc à un moment donné, les ressources, elles sont limitées, donc les perspectives de croissance, elles devraient être aussi limitées. Et certains et certaines ont vu en eux des sortes d'apôtres de la décroissance. En tout cas, c'est clair qu'ils critiquent les perspectives de croissance qui sont décorrélées d'un examen assez minutieux des ressources dont nous disposons. Et puis à côté, une perspective complètement opposée. Notre avenir à tous, ça c'est en 1987 si je ne me trompe pas, où s'élabore l'idée du développement durable. Si en fait on peut avoir un développement, on peut rester dans la perspective du capitalisme, mais bien évidemment il va falloir là aussi porter une certaine attention aux ressources. Donc en gros croissant versus décroissant. Mais le point commun entre ces deux approches qui sont idéologiquement opposées, c'est de dire il faut prendre soin des ressources naturelles. Et bon, c'est très intéressant, mais pour moi, c'est problématique. C'est problématique à deux égards. Le premier, c'est que de quel droit, nous, les humains, nous nous posons comme les gestionnaires attitrés des ressources naturelles? Un peu en bon père de famille, voilà, en gros, les générations qui étaient là avant nous ont fait n'importe quoi, maintenant on va bien gérer les ressources naturelles, mais en gros, c'est toujours nos ressources, hein.
Voilà, c'est-à-dire arrêtez de piocher dans le paquet de chips aussi vite. Faut se calmer, sinon il n'y aura plus rien. Mais c'est notre paquet de chips. Bon, donc, qu'est-ce qui permet de fonder, je veux dire, philosophiquement parlant, l'idée que les humains auraient une priorité pour gérer ce qu'on appelle les ressources naturelles. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que les ressources naturelles, ça existe? J'en viens voilà, à ce que propose ce géographe, Claude Raffestin, il y a quelques années. C'est un géographe français qui enseignait à Genève. Et ce que nous dit Raffestin, c'est que ressources naturelles, c'est un oxymore. C'est une contradiction dans les termes. Les ressources sont tout sauf naturelles. Les ressources sont toujours culturelles. À partir du moment où vous définissez quelque chose comme une ressource, c'est que vous êtes entré en relation avec une matière, qu'elle soit vivante ou non. Mais cette matière, elle n'est pas par elle-même une ressource. Elle devient une ressource parce que vous avez un intérêt à la considérer comme telle. Ça veut dire quoi, très simplement? Ça veut dire qu'une chose peut être une ressource à un endroit donné et pas à un autre. Par exemple, la vache, c'est une ressource parce que vous avez décidé de boire son lait, de manger sa chair, d'utiliser sa peau, d'utiliser sa force de traction, et puis sa puissance d'engendrement pour avoir encore d'autres vaches pour pouvoir les exploiter. Et c'est une ressource parce qu'il y a un marché, en fait. Parce qu'il y a un système à l'intérieur duquel la vache vaut quelque chose. Mais dans beaucoup de civilisations, en Perse, en Grèce, en Inde, aujourd'hui, la vache n'est pas considérée comme une ressource. Donc voilà, si vous partez de l'ahimsa, voilà, c'est pas la vache qui est sacrée, on dit les vaches sacrées. La vache n'est pas sacrée, mais c'est un principe de sacralité. Donc on ne va pas la considérer comme une ressource, comme nous on la considère comme une ressource. Donc une chose peut être une ressource à un endroit donné et pas du tout à un autre. Et c'est vrai aussi dans le temps. Le silex a été une ressource fondamentale pour le développement de l'humanité, mais si vous vous baladez à Fontainebleau et que vous voyez un bout de silex par terre, vous n'allez pas vous jeter pour le ramasser, puis le mettre dans votre poche et le ramener précieusement chez vous. Le sel a été une ressource fondamentale pour la conservation des aliments jusqu'au début de la révolution industrielle. Ça l'est encore en partie, mais plus tout à fait. Donc voilà, les ressources, elles ont une historicité. Donc, il n'y a pas de ressources naturelles. Donc, de parler de ressources naturelles, de dire on doit gérer les ressources naturelles, prendre soin des ressources naturelles, c'est une forme d'appropriation et de matière et de sens. En fait, la vache, elle n'est pas par elle-même une ressource. Alors, elle est quoi? Et si vous dites, OK, la vache, elle n'est pas une ressource, comment on va entrer en relation avec elle? Et c'est ce que nous proposent les éthiques du vivant, l'éthique environnementale, et puis aujourd'hui l'éthique du vivant. Et voilà, vous voyez que aujourd'hui dans l'éco-construction, on va valoriser des matériaux bio et géosourcés. Donc on va dire, OK, on ne va pas construire en béton, on ne va pas construire en aluminium, etc. On va utiliser du bois, des fibres. On va isoler en chanvre, on va construire en paille, on va construire des murs en pierre sèche, en bambou. Enfin voilà, là vous avez une liste de matériaux biosourcés. Et c'est super, ce n'est pas du tout une critique. Celles et ceux qui s'engagent dans cette construction-là, je n'ai que du respect pour eux et le combat pour faire valoir ces matériaux, il est pas facile. Cela dit, en fait, les architectes se posent rarement la question de la relation au vivant. C'est-à-dire, OK, j'ai dit, l'arbre, c'est pas qu'une ressource. L'arbre, c'est un être. Donc, au-delà, c'est moi qui ai écrit ça dans mon bouquin, là, au-delà de l'appel à construire avec des matériaux qui sont issus de la biomasse en raison de leur caractère renouvelable, leur capacité à stocker du carbone, est-ce qu'on a des obligations morales
envers les êtres vivants qu'on utilise comme matériaux. Bon, vous pouvez trouver que cette question, elle est toute bizarre, mais on se la pose, par exemple, dans nos pratiques alimentaires. Dire, ok, on mange de la viande, mais est-ce qu'on a des obligations morales vis-à-vis des animaux qu'on va tuer? Alors, il y a des gens qui disent, il ne faut pas du tout tuer les animaux, il ne faut jamais manger les animaux, il ne faut pas du tout exploiter les animaux. Mais quand vous avez décidé de les manger, vous ne pouvez pas les tuer n'importe comment, vous ne pouvez pas les tuer impunément. Si vous le faites, vous allez faire l'objet de sanctions pénales qui peuvent être assez fortes. Donc c'est évident que quand on met à mort un animal pour le manger, il y a un certain nombre de choses à respecter. Bon, pourquoi nous, dans le champ de la construction, on ne se pose pas aussi ce type de questions-là? Voilà, les bilans carbone, c'est super important. La réflexion sur l'économie d'énergie, c'est fondamental. Mais est-ce qu'on ne peut pas renouveler notre relation au monde de la vie, voilà, en se posant un peu plus, voilà, de questions? Et je ne crois pas que ces questions vont entraver notre capacité à agir. Je crois qu'elles vont au contraire enrichir notre questionnement, notre expérience et notre détermination à nous engager dans ce type de construction. Donc ce n'est pas des questions, elles peuvent vous sembler farfelues, mais pour moi elles ne sont pas du tout farfelues. Elles visent au contraire à redéfinir les liens qui nous unissent au monde vivant et à se demander comment j'interagis avec ce monde-là pour trouver ma juste place sur Terre. J'ai compris qu'il fallait que je consomme moins. En même temps, pour vivre, c'est consommer des ressources. On ne peut pas vivre sans ressources. Aucun être vivant ne peut exister sans ressources. Le champignon a besoin de ressources, l'arbre a besoin de ressources, le mouton a besoin de ressources. Et tous ces êtres vivants prélèvent d'une manière ou d'une autre des ressources. Donc le problème, ce n'est pas tellement de dire on consomme des ressources. C'est à la fois la question de la quantité, mais c'est aussi la question de la modalité. Voilà. Quel type de relation j'ai, voilà, avec des êtres vivants, y compris voilà, quand je les utilise comme des ressources, soit pour me nourrir, soit pour transformer mon environnement bâti. Puis ça, c'est une question, il faut que j'aille vite, c'est une question que finalement des penseurs américains se sont posés voilà, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Deux gars qui étaient des amis au départ et à la fin ils n'étaient plus du tout amis. Les deux travaillaient à la protection des forêts. Et puis Gifford Pinchot, il dit en fait, si on va protéger les forêts, c'est parce que les forêts sont des ressources. Qu'on coupe un arbre, ce n'est pas important. Qu'on coupe les arbres n'importe comment, qu'on les coupe trop rapidement, ça c'est grave parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de forêt, on ne pourra plus bénéficier du bois. Donc si je m'intéresse aux forêts, c'est parce que les forêts c'est des ressources pour nous. J'aurais aucune raison de m'intéresser aux forêts si c'était pas des ressources. Donc pour Pinchot, la question de la ressource, elle est fondamentale dans notre relation au monde vivant, parce que lui dit, c'est ça la porte d'entrée. On s'intéresse à certaines choses parce qu'elles constituent des ressources, et si ce n'était pas le cas, on s'y intéresserait même pas. Ça ne rentrerait pas dans le cadre de nos préoccupations. Et puis John Muir, il lui répond en disant, mais ok, mais pas du tout en fait. Ces êtres-là ne sont pas venus au monde pour être des ressources. Ils ont une valeur en eux-mêmes, ils ont une valeur intrinsèque. Il ne faut pas protéger les baleines parce qu'on va s'en servir pour fabriquer de l'huile qui va servir aux lampes à huile. Voilà, il faut protéger les baleines parce qu'elles ont le droit d'exister sur cette terre. Et donc, Muir, il va mettre en avant cette idée que le vivant a une valeur intrinsèque, voilà, indépendamment des usages qu'on peut en avoir. Bon, les deux ont raison. Les deux ont raison. Et ça serait très compliqué pour nous de trancher entre les deux, parce que nous, nos métiers, c'est des métiers d'action, c'est des métiers où précisément on est appelé à transformer la matière. Donc on ne peut pas être moi je suis d'accord avec ce que dit John Muir. Je pense que la vache a une valeur en soi et indépendamment du fait qu'elle me serve ou pas de ressources. Mais en même temps, moi mon métier qui est de travailler avec les architectes, ça consiste à transformer l'environnement bâti en mobilisant des ressources.
Et donc, à un moment donné, ben oui, les arbres ont peut-être une valeur intrinsèque, mais je vais les utiliser quand même comme, voilà, je vais les utiliser quand même comme ressources. Donc, finalement, la position des deux, elle a l'air opposée, mais il y a un rapport dialectique entre ces deux positions qui est absolument fondamental. Alors, je vais aller très vite parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Quelques petites références qui peuvent être intéressantes pour vous. Le livre de l'anthropologue Anat Singh qui dit voilà la chose suivante. Ben, en fait, fabriquer des mondes, c'est pas réservé aux humains. En fait, si la planète est habitable, c'est parce qu'il y a un tissage qui se fait entre la pluralité des êtres vivants et c'est des formes d'imbrication, d'intrication, de coexistence qui rend la vie possible sur cette planète. Donc, ça a l'air d'être une évidence, mais qui est quand même souvent oubliée. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres. Et les autres êtres vivants sont eux aussi producteurs de monde. Deuxième référence, à la fin de son bouquin, Baptiste Morisot dit le problème de la crise écologique, c'est la question de l'habiter. Ça, je trouve que c'est intéressant. Il ne dit pas c'est les compagnies d'aviation, c'est l'industrie. Il dit non, le problème fondamental de la crise écologique, c'est notre conception de l'habitat, en considérant finalement que habiter, c'est le propre de l'humain. Ben non, dit Morisot, habiter, c'est le propre du vivant. Ça veut dire qu'on doit cohabiter. Qu'est-ce que ça veut dire cohabiter? On est d'accord hein, sur tout le monde ici dans cette salle va dire ben, je suis d'accord pour cohabiter avec d'autres êtres vivants. Mais quand on sort de cette position très scolastique, très spéculative, et qu'on essaye de se demander qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la pratique, là c'est beaucoup plus compliqué. Si on cohabite, on doit réfléchir aux modalités de partage de l'espace. Jusqu'à quel point je suis prêt à renoncer à mes manières d'habiter pour faire très concrètement une place à d'autres êtres vivants. Bon, ben voilà. Et donc, tant qu'on n'est pas descendu dans les pratiques d'aménagement, dans les pratiques de construction, tant qu'on n'est pas dans la tambouille des projets, ces questions-là, elles sont peut-être très intéressantes sur le papier, mais elles ne veulent pas dire grand-chose. Donc, à un moment donné, il faut rentrer dans le détail. Bon, et voilà, je vais très vite, je n'ai pas le temps. Si vous avez un livre à lire autour de l'éthique environnementale, ben, je vous conseille de lire celui-là, l'Almanach d'un comté des sables d'Aldo Leopold. C'est très simple à lire, c'est très beau, c'est très profond. Et voilà, j'attire juste votre attention sur la dernière citation. Lui dit, ben, en fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Je ne peux pas le dire a priori. Il dit une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Alors, on ne parlerait plus comme ça aujourd'hui. Hein. Je dirais que c'est un écosystème et puis cet écosystème, il n'est pas stable, il est en déséquilibre permanent, mais on comprend l'idée. Ça veut dire comment est-ce que je m'inscris dans un écosystème? Voilà. Il y a plein de manières de s'inscrire dans un écosystème. Donc lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas de réponse a priori. Mais notre boulot, c'est de regarder l'écosystème dans lequel on se trouve et de se demander comment on peut intervenir dedans. Et est-ce que cette intervention, elle me paraît juste ou est-ce qu'elle me paraît injuste? Est-ce qu'elle vise à déséquilibrer cet écosystème, à perturber cet écosystème, ou est-ce qu'elle le maintient en l'état, ou est-ce qu'elle l'améliore? Alors, je vais aller très vite. Je voudrais aller sur des projets. Hein, et puis je vais commencer par des projets dans lesquels j'ai été impliqué. Ça, c'est la Maison des Canaux dans le 19e arrondissement. Et donc c'est une réhabilitation, mais elle a été faite à 85% en matériaux de réemploi. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a des objectifs nationaux. On se disait, bah, si on arrive à atteindre 5% de réemploi, ça sera super. Et là, alors c'est très scolaire, hein, mais on s'est dit, on veut faire un projet radical pour montrer qu'en fait, on pourrait le faire à 100% en réemploi.
puis on a compliqué les choses en disant on va trouver les matériaux dans un rayon de 30 km et on va utiliser uniquement des entreprises qu'on va trouver dans ce rayon de 30 km. Donc, on s'est mis toutes ces contraintes-là pour faire la démonstration qu'en fait c'était possible. L'idée, c'est pas de dire vous devez tous construire en réemploi, même si en fait je le pense quand même, parce que justement sur cette question des ressources, voilà, moi je considère que l'arbre, c'est pas une ressource a priori en bois. On peut décider que ça va être une ressource en bois, mais l'arbre, c'est l'arbre. En revanche, tout ce qu'on a déjà produit, ben ça, c'est des ressources, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, tout ce qui est là, autour de nous, c'est des ressources. Voilà. L'eau, ce n'est pas une ressource, l'arbre, ce n'est pas une ressource, la vache, ce n'est pas a priori une ressource. En revanche, tous les matériaux de construction qui sont là dans notre environnement, il n'y a pas de problème pour les considérer comme des ressources. Donc le titre de mon livre, Bâtir avec ce qui reste, c'est ça. Tout ce qu'on a déjà produit, on peut bâtir avec. Voilà. Et on nous dit que ce n'est pas possible et que c'est super compliqué. Mais en fait, on peut faire la démonstration que c'est possible. Puis c'est ce qu'on a voulu faire avec ce projet. Donc voilà, je vais aller très très vite, hein, parce que sinon il y en a pour 1000 ans. Mais on a repris voilà, les structures d'acier pour faire la terrasse. On a repris des pierres de voirie de la mairie de Paris, là aussi pour faire la terrasse. Puis là, vous voyez, on a travaillé. C'était en plus des chantiers d'insertion. Donc c'était intéressant parce que il y a une dimension humaine et sociale qui donne sens à la pratique. Donc je reviendrai, si vous voulez, dans la discussion. Donc voilà, vous voyez les détails. On a, là, c'était la cité Gagarine à Romainville qui était en train d'être démolie. Puis ça aussi, la démolition, à quel point c'est violent pour les habitants. Je parlais de la violence au départ, mais c'est bien sûr une épreuve sociale majeure que de voir des lieux de vie détruits. Et donc là, on a réemployé directement le béton. Il était découpé, puis réemployé tel quel. Sinon, c'était jeté à la benne. Sinon, tout ça, voilà, voilà, je ne vais pas tout vous faire. On a réemployé des tissus. Là, on a réemployé, vous voyez, on a fait en macramé, on a fait une texture sur la structure de la terrasse en corde d'escalade. Moi, je fais de l'escalade. Juste, voilà, comment on fait? Ben voilà, on décroche son téléphone et puis on dit est-ce que vous avez des cordes? Et puis on va récupérer les cordes. Donc les pierres, c'est les pierres de voirie de la mairie de Paris qui est sur une plateforme à Bonneuil. Donc là, il y a plein de choses qui sont entreposées. On les récupère soit gratuitement, soit on les achète. Là, les cordes, elles étaient données gratuitement. Les stores, ils sont faits avec de la toile de montgolfière. Et puis là, vous avez des portes qui ont été démontées. Puis ça a servi à faire le patelage, la treille de la façade, et puis voilà, du parquet de bois debout, enfin, un parquet avec toutes les petites chutes, avec l'idée aussi que ce qu'on récupère, on va tout utiliser. Donc c'est quoi l'utilisation optimale? Donc si vous voulez, ce qui est important là-dedans, c'est pas dire c'est juste du réemploi, c'est de dire ben moi je veux rien consommer. Voilà, je veux rien consommer en neuf. Voilà, donc je vais tout faire avec ce que je trouve sur place et je vais me prendre la tête pour savoir comment je peux en faire le meilleur usage. Voilà, les portes que je vais récupérer, voilà, comment je peux les utiliser de plein de façons possibles pour jeter à la fin le moins possible. Voilà. Donc il y a plein de manières de faire du réemploi, mais ce point-là, c'était celui qui était important pour nous parce que notre objectif, c'était de dire on ne veut pas consommer de nouvelles ressources. On veut rien prendre, en gros, voilà, on veut rien prendre à la terre, on ne veut pas participer à ces formes d'extraction, donc on va faire uniquement avec ce qu'on va trouver. Et bien évidemment, c'est compliqué quand vous présentez un projet en disant voilà, on vous propose un projet, mais on ne sait pas à quoi il va ressembler parce que, en phase concours, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, et puis on ne sait pas ce que vont nous dire les entreprises qu'on n'a pas encore sélectionnées. Bon, il faut trouver des gens qui vous font confiance et qui vous suivent dans cette démarche-là. Je vais très très vite.
Ça, c'est un autre projet qui s'appelle la Ferme du Rail, qui est dans le 19e arrondissement, enfin, c'était dans le premier concours Réinventer Paris. Puis, alors, c'est une construction bois, structure bois, remplissage paille. Donc voilà, ça c'est du côté de l'éco-construction. Voilà, il n'y a pas de problème. Il y a une partie aussi en réemploi. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux attirer votre attention. C'est justement dans ces questions de relation aux êtres vivants. La paille, c'est pas comme le chanvre. Quand vous isolez en chanvre, vous avez fait pousser du chanvre pour vous en servir comme d'un isolant. Okay, ou quand vous construisez en bois, vous avez fait pousser des arbres pour vous en servir comme matériau de construction. C'est le cas ici. Le bois qu'on a utilisé, c'est du bois qui a des arbres qui ont poussé pour être coupés, pour servir de matériau de construction. La paille, c'est différent. La paille, ah non, je ne suis pas sur la bonne image là. La paille, c'est un coproduit en fait. Elle n'a pas poussé pour elle-même. Elle pousse pour la céréale. Vous ne faites que récupérer quelque chose qui de toute façon était là. Donc pour nous, c'est un peu comme du réemploi. Voilà, ou comme quand vous faites du compost. Quand vous faites du compost, ce n'est pas une matière que vous avez produite pour servir d'engrais. C'est des déchets organiques que vous récupérez qui de toute façon étaient là. Et pour nous, cette différence, elle est super importante parce qu'elle veut dire, je me pose la question de ma relation au vivant. Voilà. Je vais choisir un matériau qui de toute façon servait à quelque chose d'autre. Voilà. Et puis le bardage que vous voyez là, le bardage, il est en rejet de châtaignier. C'est pareil, le rejet de châtaignier, ça peut vous paraître anecdotique, mais pour nous c'était fondamental. En fait, c'est des petites branches que vous coupez, mais on ne coupe pas le tronc. Donc nous on s'est dit, comment on peut avoir du bois sans couper le tronc de l'arbre. Voilà. Donc on s'est pris la tête pour savoir, voilà, on voulait un bardage en bois. Mais finalement, quelle essence, quel type d'arbre nous permettait de ne pas couper l'arbre lui-même? Finalement, c'était le châtaignier. Donc voilà un peu les questions qu'on s'est posées. Et je vais vite. Là, je vous parle de la maîtrise d'ouvrage public de la ville de Rosny. Donc, eux aussi, ils font de l'éco-construction. Ils construisent en bois, en paille, en terre, voilà. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les questions qui se posent. Eux, justement, ils se disent, voilà, on a un écosystème autour de nous et on va faire un projet en fonction de ce que cet écosystème peut nous offrir et pas l'inverse. Voilà. C'est pas, voilà nos besoins, donc on va aller chercher voilà, ce qu'il nous faut. C'est qu'est-ce que cet écosystème peut nous offrir sans l'impacter, hein. Et voilà. Et comment on va le prendre? Et donc, par exemple, ils refusent d'utiliser des machines et ils font du débardage à cheval. Bon, c'est la ville de Rosny, hein, c'est pas voilà, c'est fonctionnaires de la ville de Rosny. C'est pour dire que c'est pas impossible. C'est pas des illuminés qui fument des trucs louches. Voilà. C'est commune, voilà, tout à fait. Voilà. Donc voilà, c'est fonctionnaires de la ville. Donc, ils vont choisir eux-mêmes les arbres. Donc, c'est intéressant. Quand vous choisissez vous-même l'arbre, vous avez une relation à l'arbre. Voilà. Est-ce que ça appauvrit ou est-ce que ça enrichit votre métier? Moi, je pense que ça l'enrichit. Et voilà, ils font ce débardage à cheval. Ils font aussi beaucoup d'agroforesterie. Donc, ils vont, eux aussi, moi, je les adore parce qu'ils poussent les raisonnements très loin. Par exemple, ils ont dit, c'est plus facile de chauffer son corps que toute la pièce. Et donc, ils sont servis de la laine de mouton et ils ont fait tricoter des pulls à des collectifs pour habiller des enfants dans une école maternelle. En disant, voilà, comme ça, ils auront chaud, mais on va diminuer notre consommation de chauffage. Donc, bon, ils sont un peu barrés, mais moi, je trouve que c'est génial. Et puis, pareil, ils vont dire, avec la même céréale qu'ils font pousser, enfin, que d'autres font pousser, on va pouvoir se nourrir, voilà, le châtaignier. Voilà, vous pouvez, avec le châtaignier, c'est un arbre civilisation, le châtaignier. Voilà, vous pouvez à la fois vous nourrir et vous pouvez construire. Donc là, c'est un peu la même chose. Avec la même céréale, on construit et en même temps, on peut fabriquer de la farine. Et puis, je vais terminer, je vais aller un cran plus loin en regardant ailleurs. Voilà, peut-on avoir de la considération morale, pas simplement s'inscrire dans un
écosystème, essayer d'optimiser cet écosystème, mais est-ce qu'on peut avoir de la considération morale, des formes d'attachement très forts au vivant qu'on utilise comme matériau de construction? Et je change voilà, de destination. J'ai tourné pendant 5-6 ans une série qui s'appelle Habiter le monde, où je suis allé un peu partout voir comment les gens habitaient et comment ils construisaient. Et voilà, et j'ai pris trois exemples qui pour moi sont très parlants. Les forêts de cèdres de Kitayama, hein, on est à côté de Kyoto, et puis les cèdres, ils sont utilisés dans les maisons traditionnelles, là, les machias, et notamment, vous voyez là, dans le Tokonoma. C'est un endroit particulier de ces maisons-là. Et là, le cèdre, il est très peu travaillé. Et ce qu'il y a de vraiment génial, c'est de voir que, bon, vous êtes dans une industrie. Hein, c'est une industrie du cèdre. Il y a des industriels, il y a des artisans, des commerçants, des revendeurs. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Et pourtant, il y a un attachement culturel et il y a une dévotion vis-à-vis des cèdres qui est assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a des rituels qui sont des rituels religieux, il y a un intérêt des habitantes et des habitants pour ces arbres, il y a une connaissance qui est poussée et qui n'est pas que celle des professionnels, hein, qui est partagée. Donc on voit que finalement tout le monde a une relation particulière à cet arbre et pourtant on s'en sert comme un matériau de construction. Voilà. Pourquoi c'est le Japon, hein, c'est pas... voilà. Donc pourquoi nous, on peut pas avoir... On ne pourrait pas importer cette culture du vivant dans nos manières de construire. Je change de destination, j'arrive au Pérou. On est sur une île artificielle qui est en jonc. Et vous allez la voir là. Et en fait, tous les 15 jours, il faut couper des joncs pour les disposer sur la partie supérieure de l'île, pour le sol de l'île, parce que sinon ça se désagrège. Au bout d'un moment, ça se désagrège par en dessous. Donc c'est une sorte de travail de Sisyphe complètement fou. Il faut couper, 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 couper. Et vous voyez, c'est le sol de l'île, mais c'est aussi leur maison. Et moi, en fait, quand j'étais là-bas, j'ai rien compris. Ça me semblait complètement fou de vivre comme ça. Ça me semblait complètement aberrant. Et je me disais pourquoi ils ne vont pas vivre sur Terre, etc. Et un jour, j'ai posé la question, puis quelqu'un m'a dit le totora, c'est le nom de ce joint, pas ce joint, excusez-moi, il ne fume pas, de ce jonc. Il dit le totora, c'est mon père et ma mère. C'est mon père et ma mère. Je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est mon père et ma mère? Et je crois que ça veut dire, en fait, c'est à cette plante-là qu'on doit notre vie. Voilà. Si on peut vivre et qu'on peut vivre comme on vit, c'est parce que cette plante, elle nous porte, alors là, elle les porte physiquement, puisqu'elle constitue le socle de l'île, mais en gros, elle porte notre manière de vivre, et pour ça, on lui doit des égards, on lui doit des formes d'attention. J'ai vu ça de la même manière en Inde, et puis je termine, après j'arrête, je termine sur cette... Là, on est en Papouasie, enfin, on n'est pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on est à la frontière de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, côté indonésien. Et vous voyez un campement papou, là, au milieu de cette forêt qui est immense. Et vous dites, mais pourquoi c'est pas plus grand? Parce que là, la ressource en bois, il n'y a pas de problème. Hein. Si c'est préserver les ressources naturelles, on peut couper 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus. Ça ne va pas avoir d'impact sur cette forêt. Alors pourquoi les papous ne coupent pas les arbres? Et puis, voilà, je discute avec eux. Vous voyez là en pleine discussion avec des papouilles, c'est des maisons comme ça qui sont à entre 6 et 10 mètres de hauteur. Et bon, les conversations n'étaient pas simples, j'avais 2 traducteurs, mais ce que j'ai compris, c'est qu'eux, ils n'habitaient pas du tout ces maisons-là, mais qu'ils habitaient la forêt. Et ce n'est pas simplement qu'ils habitaient la forêt, c'est qu'ils cohabitaient avec les arbres. Et donc pour eux, ça n'allait pas du tout de soi qu'on coupe des arbres pour construire, sa maison. Donc il y avait une préoccupation qui était constante et qui portait sur la relation avec le milieu qui les environne. Voilà. Et je crois, je vais terminer là-dessus, je crois que ces questions-là, ça peut être aussi les nôtres. Et bien évidemment, on ne va pas se poser des questions comme les papous ou les ouros sur le lac Titicaca, mais on peut se poser ce type de questions-là et l'inclure dans notre culture professionnelle. Voilà, je m'arrête là. Merci à toutes et à tous. J'étais trop long, mais bon.
Oui, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question peut-être un peu plus terre à terre, mais je voulais savoir sur la maison des canaux. Est-ce que vous avez estimé les surcoûts de ce mode de faire en récupérant les matériaux par rapport à une réhabilitation plus classique? Alors, je suis pas là, moi je suis le philosophe de la bande. En fait, c'est ma femme qui répondrait, mais il n'y a pas eu, il y a pas eu de surcoût, j'en suis quasiment certain. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est plutôt comment vous faites pour vous rémunérer, sachant que vous avez passé énormément de temps à les collecter, ces matériaux, à identifier les gisements, comme on dit aujourd'hui, à réfléchir à l'acheminement, à former des gens, voilà. Et voilà, quelle forme de rémunération pour ça? Mais cette matière, parfois, elle est gratuite. Ouais. Oui, c'est le coût de la maîtrise d'œuvre, c'est le coût de la formation. Alors nous, on a fait des chantiers écoles, donc il y a eu beaucoup de chantiers participatifs. Il y a eu des chantiers aussi où on a invité, par exemple, les services de la ville de Paris à venir, ou des promoteurs, enfin différents acteurs du monde de la construction, en disant, ben voilà, on va vous montrer comment ça se passe. Mais je sais que et pour ce projet-là et pour celui de la ferme du rail, on est resté dans les budgets qui étaient fixés, qui n'étaient pas bien lourds. Mais voilà, malheureusement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est vraiment l'aspect que je connais le moins. Mais je voudrais ajouter une chose. Je pense que dans le combat pour l'architecture écologique ou pour les démarches écologiques, il faut apprendre à compter autrement. C'est-à-dire, on va tout le temps vous dire, ah, ça c'est trop cher, ah, mais où est-ce que va l'argent? Voilà, comment est-ce qu'on compte? Bien évidemment, une fenêtre qui est faite par un artisan en Île-de-France, une fenêtre en bois, elle va coûter infiniment plus cher qu'une fenêtre en PVC qui vient de Chine. Mais c'est parce qu'on regarde la petite addition. Si vous regardez la grande addition en intégrant toutes les externalités négatives, en fait, la fenêtre en PVC qui vient de Chine, elle nous coûte collectivement beaucoup plus cher. Donc comment on compte? Voilà, comment on compte? Et quand on vous dit, voilà, c'est trop cher, ouais, ok, le réemploi, c'est trop cher parce qu'en fait, il faut payer la main-d'œuvre. Mais si vous dites, en fait, cette matière, elle existe déjà, elle est là autour de nous, c'est juste qu'on ne veut pas aller la chercher. Et il y a des gens qu'on peut former ou qui sont déjà formés. Moi, je préfère flécher l'argent vers les personnes humaines que vers des matériaux industriels neufs. Donc, quelles sont nos grilles de calcul, quelles sont nos grilles de valeur et comment on peut opposer une grille à une autre grille? Je ne réponds pas à votre question, hein, parce que je ne peux pas y répondre parce que je n'ai pas les infos. Mais ça, c'est un point qui me semble super important. C'est-à-dire, voilà, comment on calcule? En fait, il y a une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau pendant la présentation au moment où la maison des canaux est apparue. C'est que je sais qui est Clara Simet et j'ai fait le lien avec Clara Simet. Non, il s'avère que j'ai travaillé à la ville de Paris pendant longtemps et le service qui a fait la maîtrise d'ouvrage de la maison des canaux était dans ma sous-direction. Donc c'est une opération que je connais bien. Et je voulais dire deux choses par rapport à ce que Philippe a dit et qu'il a dit très bien. Un, il faut des maîtrises d'ouvrage qui sont engagées. Alors Rosny-sous-Bois, j'ai jamais travaillé pour la ville de Rosny-sous-Bois, mais ils ont l'air d'aller très loin dans leur engagement. La ville de Paris a des moyens et a essayé de le faire, et la Maison des Canaux est certainement l'un des meilleurs exemples. Il y a des trucs en plus assez fous à la Maison des Canaux. Il y a l'isolation dans la cave, elle a fait l'objet de avec le CSTB, enfin des trucs qui sur du recyclage, mais des trucs qui technologiquement, avec des matériaux biosourcés et tout, vont challenger vraiment la filière. Et puis, donc une maîtrise d'ouvrage très engagée, qui on n'a pas mis, j'ai plus non plus les chiffres en tête, hein, ça s'est pas chiffré en centaines de milliers d'euros. Il y avait un budget alloué à la Maison des Canaux, mais la ville avait le souhait. Et puis surtout, c'est pour souligner le deuxième point sur la petite addition, c'est qu'en fait, la question du coût, la question de la valeur que l'on crée, elle n'est pas que en monnaie, en argent qu'on dépense. Comme l'a dit Philippe, il y a eu des chantiers écoles, il y a eu vous êtes passé très vite, mais toute la partie du mur de devant qui est fait en pierre sèche, c'est-à-dire sans mortier liant les pierres, c'est des techniques constructives qu'on a complètement oubliées et qu'il faut réapprendre à faire.
Et tout ça, ça a une valeur forte pour la collectivité. Et c'est en ça aussi qu'elle était prête à engager de l'argent pour permettre ce projet qui est, je pense, un bel étendard. Et dernier point, c'est que ce bâtiment, et la ville de Paris en a un certain nombre, parce que le service en question s'appelle le service d'administration d'immeubles de la ville de Paris, le SADI dans son petit nom. En fait, c'est aussi des actifs qui pèsent quand ils ne sont pas réutilisés, quand ils ne sont pas réhabilités, quand ils ne sont pas réinvestis. Donc en fait, la question du coût, il ne faut vraiment pas l'avoir comme uniquement comme le coût supplémentaire d'une maîtrise d'œuvre un peu plus compliquée à faire, ou ainsi de suite, quoi. Il y a une vraie valeur pour la collectivité qui est derrière ce genre de projet. Mais je ne veux pas monopoliser ni la présentation, ni les paroles, mais un grand merci Philippe. Et merci beaucoup. J'ai tué les questions d'un coup. Bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je me posais la question de savoir quel genre de règles il fallait se mettre du coup. Est-ce que, par exemple, on peut dire tout arbre dans n'importe quel projet doit absolument être préservé, ou c'est pas la manière de faire puisque l'arbre, c'est juste l'arbre qui cache la forêt, il y a plein d'autres choses à prendre en compte? C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où, en fait, il y a des choses qui passent plus, en fait, dans la pratique professionnelle. Et du coup, moi, je vois autour de moi des gens qui disent « Ah, ça, non ». Et puis qui mettent ce point-là. Pour vous, pour moi, par exemple, ça peut être OK, il n'y a pas de problème. Et puis eux, ils vont dire ça passe pas. Et on voit qu'ils vont réordonner toute leur manière de faire autour de ce point-là qui est super signifiant pour eux. Et ça dépend des agences, et je crois que ou des agences ou des démarches, et des maîtres d'ouvrage. Et il n'y a pas de réponse a priori. C'est intéressant. Moi, je trouve intéressant de voir comment des gens arrivent à faire passer des choses qui peuvent avoir l'air complètement folles et embarquer du monde vraiment avec soi. Et donc voilà, ça peut être la question des arbres. Donc vous voyez, nous, c'était pas notre préoccupation, c'était de dire on veut rien prendre. Voilà. On veut rien prendre de plus. On veut le moins de matière. Mais si d'autres font autrement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense pas que cette manière de faire, elle vaille pour tout le monde. Donc voilà, c'est plutôt qu'est-ce qui, pour vous, est fondamental dans la définition que vous faites de votre métier. Puis ça, c'est vous qui allez choisir. Pour compléter, peut-être on peut voir sur l'utilisation du bois. Il y a des constructeurs bois qui ont des ambitions plus ou moins fortes par rapport à la façon d'exploiter la forêt. Il y en a qui veulent construire qu'en feuillus parce que la ressource est plus abondante en France. Il y en a qui essayent de construire uniquement en bois scolité, des bois malades, parce qu'on considère que justement ils sont là et que si on ne construit pas avec, ils partiront à la poubelle. Et il y a des règlements quand même qui progressent, le règlement européen notamment sur les questions forestières, qui pousse le curseur, mais qui part de bas. C'est comme la loi AGEC qui dit que l'objectif de réemploi c'est 5%, c'est quand même plus qu'avant. Et puis il y a l'éthique plus individuelle en effet après. Et oui, non, parce que je ne savais pas, c'est le bois scolité, je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser, justement. Comment ça se passe au niveau des normes et des assurances et les décennales, par exemple, sur ce chantier aussi, est-ce qu'il a été possible d'engager des assurances décennales? Est-ce qu'il y avait des normes incendies qui ont posé problème par rapport aux matériaux de récupération? Le bois scolité, on pourra en parler dans le cours, si vous voulez. En fait, il a les mêmes propriétés mécaniques. Donc, ça fait juste l'objet un peu de recherche en ce moment pour que ça devienne plus standard, parce que c'est assez neuf comme sujet. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, le bois scolité. Le scolite, c'est des parasites qui affaiblissent et tuent notamment les épicéas et des résineux, les sapins aussi, du fait du réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment une épidémie. Et il faut couper les bois assez rapidement pour que l'épidémie ne se répande pas.
Donc ça s'est beaucoup aggravé dans les 2 années de sécheresse, la 2022-2023. Donc il y a tout un plan, y compris le ministre de l'Agriculture en France qui a fait de la communication là-dessus l'année dernière, pour transformer ce fléau et cette contrainte en opportunité d'utiliser ces bois. Mais effectivement, il y a la question de l'assurance sur le réemploi et des normes, peut-être sur lequel tu peux un peu, même si tu es le philosophe de la bande. Non, mais là, c'est pareil, parce que, par exemple, sur toutes les questions incendie, les normes, c'est les mêmes, en fait. Donc, après, c'est à nous de faire la démonstration que ces matériaux-là sont viables. Après, sur la question de... je pense que je disais tout à l'heure, il y a un combat pour calculer autrement, pour compter autrement. Il y a un combat aussi sur les questions assurantielles et sur les questions normatives. C'est-à-dire qui va définir la norme, à partir de quoi elle se définit. Pendant très longtemps, les architectes n'étaient pas là autour de la table des négociations quand les normes se définissaient. Si on veut des normes plus justes, il faut réinvestir ces questions-là. Et c'est pareil, le système normatif, ça peut être une façon biaisée d'introduire des contraintes, ou assurantielle, d'introduire des contraintes supplémentaires à l'éco-construction. On va vous dire, alors la terre qui est comme ça, à 50 km d'ici, c'est pas exactement la même, donc il va falloir passer des ATEX, enfin voilà, il va falloir faire tout un truc, puis vous êtes une petite structure, vous n'avez pas les moyens de le faire. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est pas tellement de dire comment est-ce qu'on répond à la norme ou comment est-ce qu'on répond finalement à ces contraintes assurantielles, mais plutôt comment est-ce qu'on déplace les questions et qu'on redéfinit, on redéfinit les enjeux. Et ça, c'est un combat qui est aussi un combat idéologique. Bien évidemment, si finalement, quand on vous demande de prouver que des matériaux de réemploi sont aussi bons que des matériaux neufs, il y a un cadre de la question que vous pouvez trouver problématique. Moi, je pourrais dire, en fait, le bon cadre, c'est il faut que ceux qui construisent en neuf, qui produisent des matériaux neufs, nous prouvent qu'ils sont dans l'absolue nécessité de produire en neuf. Pourquoi c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre sens? Et ça, donc pour moi, le combat fondamental, c'est celui de l'inversion de la charge de la preuve. Si vous êtes tout le temps dans l'obligation de prouver que vous respectez bien les normes, que ceci, que cela, en fait, c'est très difficile d'avancer. Donc le combat, il est aussi dans la reformulation de ces questions-là. L'exemple que je prends toujours, c'est aux États-Unis, pendant très longtemps, la responsabilité des accidents de voitures était imputable aux constructeurs et pas aux automobilistes. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que, dans notre tête, ça soit évident que ça soit l'inverse? Aujourd'hui, personne... Si vous avez un accident, c'est parce que vous n'avez pas mis votre ceinture, c'est parce que vous avez roulé trop vite, c'est parce que c'est vous le problème. Mais pendant très longtemps, c'était les constructeurs. Donc on voit qu'eux, ils ont, à un moment donné, inversé la charge de la preuve, ils ont déplacé la question ailleurs. C'est pas la puissance des moteurs le problème. Le problème, c'est une responsabilité individuelle. Et je crois que c'est le même type de travail que nous, on doit faire, c'est-à-dire un travail de reformulation des questions. Là encore, je ne réponds pas exactement à la question que vous posez, mais pour moi, l'enjeu, il est là dans ce travail de reconfiguration. Il y a une question d'échelle aussi, sans doute. On voit les projets que tu as présentés, c'est des petits projets, entre guillemets, il n'y a pas de petits projets, mais évidemment que le réemploi, ça peut s'industrialiser dans une certaine mesure. D'ailleurs, il y a des démarches, il y a des plateformes qui se montent avec des grands maîtres d'ouvrage qui les pilotent, Cycle Up, le booster du réemploi, etc. Mais on voit bien qu'on est quand même dans de l'artisanat à un moment. Moi, je le vois très bien en Suisse, parce qu'en Suisse, il y a un combat entre, par exemple, ce qu'on fait nous, là, qu'on appelle en France la réutilisation, c'est-à-dire on va prendre des fenêtres, on va les démonter pour en faire autre chose,
et le réemploi pur, c'est-à-dire je prends des radiateurs, je les réemploie comme radiateurs. En Suisse, ils veulent industrialiser le réemploi, c'est beaucoup porté par des ingénieurs, et donc ça, ils n'aiment pas du tout. Pour eux, ça, c'est une forme de bricolage. Ils disent tout le temps, il faut sortir du bricolage, précisément parce qu'on ne peut pas massifier. Parce que si on passe tout son temps à récupérer un coup de la toile comme ça pour en faire des stores, et puis là, voilà, on reprend les portes, et puis on fait un coup ça, on fait un coup ça, on fait un coup ça, un coup ça. Enfin, voilà, tout ça, ça prend du temps. C'est un processus créatif qui est très riche. Mais bien évidemment, là, on est loin d'objectifs de massification. C'est une sorte de petit artisanat très créatif, très poétique, mais voilà, où le changement d'échelle est très compliqué. Et donc, là aussi, il y a une tension politique entre... quand on est de ce côté-là, on essaye quand même de relocaliser le travail hors des standards de l'industrie. Et quand on est dans une forme de réemploi beaucoup plus massif, on se réinscrit dans des logiques industrielles. Moi, je ne jette pas la pierre à ceux qui le font. Ce n'est pas mon combat. Il est plutôt de ce côté-là. Mais je comprends très bien pourquoi des gens, des gens vont là-dessus. Donc cette question d'échelle, elle est déterminante pour comprendre aussi des façons de travailler et de mettre en place ce que peut être le réemploi. On s'arrête là. On va s'arrêter là. On a dépassé un peu l'heure. Merci beaucoup, désolé. Philippe. Merci à vous.